Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Les rendez-vous de la politique de la ville, co-organisé par l'ANCT et le CNFPT. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la coordination des fonds européens avec un retour d'expérience de la métropole Marseille, ex-Marseille-Provence. Et puis, on aura également Véronique Ménez, qui est coordinatrice des programmes européens à l'ANCT. Voilà, qui nous fera un petit point en fait sur l'ensemble des dispositifs de financement européen. Donc, je me présente, Marie Bétrémieux, donc j'organise l'ensemble des formations politiques de la ville pour le CNFPT et je suis aidée aujourd'hui par Danaï Panagiotopoulou de l'ANCT qui va vous dire deux mots sur la partie technique de ce webinaire, voilà, sur la façon dont on va fonctionner, avant qu'on passe la parole donc à Reda Califano et Vincent Wallard de la métropole Aix-Marseille. Vas-y Danaï, je te laisse. Merci beaucoup Marie. Je pense voilà, ce sont des modalités techniques que vous connaissez sans doute. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les chats. Et à la fin de ces webinaires, vous allez recevoir les supports et les replays sur la grande équipe, le groupe, les webinaires de la politique de la ville, mais aussi vous pouvez avoir accès sur le e-communauté du CNFPT. Donc, je vous souhaite un beau webinaire et c'est à vous. Votre micro est coupé. Ah. Oui, pardon, bonjour, excusez-moi, j'ai déconnecté là. Vous me disiez, pardon? Vous pouvez commencer votre intervention sur les témoignages. Comment fait-on, Reda? Donc, je me présente, mais je laisse Vincent commencer. On avait prévu une présentation en deux temps et moi, je suis dans le deuxième temps. Donc, enchanté, bonjour à tous. Je suis Reda Califano, je dirige la cohésion sociale à la métropole Aix-Marseille-Provence et donc qui englobe différentes compétences, dont la stratégie politique de la ville à l'échelle de la métropole, mais également des dispositifs de solidarité comme le FSL, le Fonds d'aide aux jeunes, des enjeux comme autour de la prévention contre la discrimination ou de la délinquance, etc. Et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement et sur lequel on doit agir. Donc, on a une fonction, nous, un peu de stratégie ressources pour l'ensemble des territoires et des villes. On a un enjeu d'autant plus que, en tout cas, nous, au niveau de la politique de la ville, on n'est pas très bon sur les fonds européens. Donc, on a réfléchi, grâce à Vincent Wallard et à son équipe, à toute une stratégie, justement, pour nous améliorer dans ce gap de progression sur la mobilisation des fonds européens et l'intégration de cette stratégie au sein d'une stratégie plus large, celle du contrat de vie. Donc, j'ai laissé plutôt Vincent amorcer un peu l'historique et comment, lui, il a abordé cette question sur un territoire qui était éligible au départ et comment, ensemble, on réfléchit à une stratégie plus large. Merci. Donc, moi, je suis Vincent Wallard, chef du service Europe à la métropole, qui est une équipe de 7 personnes situées au sein de la Direction générale adjointe du développement économique. Bon, ça, c'est vraiment pour situer. C'est un positionnement parmi d'autres possibles et c'est une équipe qui s'occupe un peu de toutes les fonctions Europe de la métropole, on va dire de la gestion de subventions globales ou d'investissements territorial intégrés jusqu'aux actions de lobbying ou en tout cas de suivi des grands réseaux et des grandes politiques européennes, en passant par l'appui au montage de dossiers, l'appui aux services métropolitains dans toutes leurs opérations européennes et toutes leurs demandes de subventions et tous leurs projets européens. En fait, Danaï, je voulais vous demander si on pouvait juste, en fait, commencer dans le désordre, commencer par la fin. Est-ce que vous pourriez mettre la slide 12, s'il vous plaît? Merci. Juste, oui, non, voilà, c'est là. Oui, parce que c'est intéressant pour situer un peu notre sujet et d'abord situer la métropole. Dire que, parce que la métropole, bon, c'est évidemment par habitude de dire de se trouver exceptionnel, mais peut-être ça peut un fait avéré. Cette métropole, il faut quand même se rappeler que c'est une tentative, on va dire, vraiment volontariste de mettre ensemble, de créer une institution qui puisse développer des stratégies unifiées pour un territoire qui, au départ, ne l'est pas du tout.
et qui est d'ailleurs, on va dire, la fusion de 6 agglomérations. Ce n'est pas une ville-centre et une banlieue qui se mettent ensemble, c'est vraiment 6 territoires avec une histoire, une identité propre, et on va dire, et même des liens de coopération, mais aussi de compétition entre eux qui ont été rassemblés dans une seule, dans un seul établissement, la métropole Aix-Marseille-Provence, en 1er janvier 2016. Et petite spécificité, c'est que ces anciennes communautés d'agglomération, donc la communauté urbaine de Marseille, celle d'Aix-en-Provence, celle de Salon, celle d'Aubagne, celle d'Istres, celle de Martigues, elles ont été fusionnées dans la métropole, mais elles continuent d'exister. C'est là la petite subtilité, c'est qu'au niveau organisationnel et politique, c'est-à-dire qu'il reste des conseils des territoires et l'organisation de la métropole, clairement, elle existe il y a 2 couches, au moins. Il y a un niveau, on va dire, central, fédéral, métropolitain, d'où Reda et moi-même parlons, puisque nous sommes sur des fonctions métropolitaines. Reda le disait sur la stratégie politique de la ville, un certain nombre d'instruments, et puis moi sur les questions européennes. Mais chaque territoire conserve des équipes, des compétences de mise en œuvre dans la proximité, dans quasiment toutes les compétences métropolitaines. Et juste, Reda le confirmera, mais jusqu'en, par exemple, donc il y a une tentative volontariste d'unification, mais qui n'est pas à ce stade total, qui est encore en construction. Voilà. Reda pourra parler du fait que il n'y a pas encore aujourd'hui un seul contrat de ville, mais 6 contrats de ville. Mais c'est bientôt fini. Bon, voilà, ça c'était pour faire un préambule. Est-ce qu'on peut repasser du coup, excusez-moi Danae, au premier slide. Voilà. Donc dire que ce que je disais, les programmes européens, une composante essentielle de mise en œuvre des politiques de la métropole, ok. 3, ce que je disais, c'est que la fonction Europe au sein de la DGA, 3 types d'activités: organismes intermédiaires pour la gestion de subventions globales, centres de ressources pour les politiques métropolitaines pour leur cofinancement européen et ce qu'on appelle l'amélioration de la qualité, c'est le montage de projets de coopération européens, on va dire, et un service de lobbying et d'influence auprès des institutions européennes. Okay. Ça, ah oui, intéressant, du slide, merci, dire qu'on essaye de positionner, positionner les politiques européennes de manière un peu longitudinale, le long tout au long du cycle, chaque phase du cycle de politique publique. C'est-à-dire qu'on parle toujours des sous de Bruxelles pour financer, en fait, ce qui est la mise en œuvre des politiques métropolitaines, une fois que celles-ci sont votées, bien calées. Mais il y a toute une phase de conception en amont, puis en aval de communication, de capitalisation, qui elles-mêmes peuvent permettre de mobiliser des outils européens extrêmement pertinents. Les programmes de coopération, le programme Horizon 2020, qui est le programme de R&D de l'Union européenne, mais qui est très ouvert maintenant au territoire urbain pour travailler aux solutions qui peuvent adresser les défis sociétaux auxquels font face les villes européennes. Bon, voilà, ça c'est un peu le cadre, dire que ce n'est pas uniquement une question d'argent et pour une mise en œuvre de projets déjà bien identifiés, mais c'est aussi un cadre, on va dire, pour faciliter la production de politiques publiques dans toute leur ampleur. Merci. Alors, évidemment, pour ce qui est de la politique de la ville, moi j'ai un outil dont il faut parler, c'est l'ITI, l'investissement territorial intégré, qui est donc l'outil dédié au financement européen des projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a la métropole et donc a été organisme intermédiaire pour la gestion d'une ITI, comme quasiment toutes les métropoles françaises. Donc là, je vais vous faire un retour d'expérience assez rapide sur cet outil qui est, je pense, bien connu, mais bon, voilà, sur lequel je peux vous faire un retour d'expérience. Donc le cadre, voilà, évidemment, c'est un cadre de cogestion avec la région. On a une stratégie, on a adopté alors,
c'est un petit peu particulier parce que la stratégie urbaine intégrée qui encadre la mise en œuvre de cette ITI, il a été adopté avant la création de la métropole. Donc, ce qui fait que, en fait, la convention qu'on a gérée jusqu'en 2020, elle ne couvrait pas l'ensemble du territoire métropolitain, mais seulement celui de l'ancienne communauté urbaine Marseille-Provence. Et donc ça, c'était la petite spécificité, c'est qu'en fait, voilà, on est resté aussi dans une espèce dans un cadre incomplet sur ces pays. Voilà. Bon, mais néanmoins, on avait quand même un outil intéressant puisque 11 millions et 400 000 euros mis à disposition par le programme opérationnel FEDER pour financer des projets dans les QPV sur des thématiques suivantes: mobilité durable, soutien aux entreprises, infrastructures sanitaires et sociales. Ça, c'est les thématiques que nous avions choisies en accord avec les thématiques du PO régional, quoi. C'est donc la mécanique un peu en entonnoir des fonds structurels, c'est-à-dire que plus on se rapproche du terrain, plus on précise les thématiques qui découlent au départ des stratégies européennes et qui sont ensuite affinées, raffinées par les États membres, les régions et donc maintenant les autorités urbaines pour les ITI. Bon, voilà, le cadre territorial, donc le territoire de Marseille-Provence. Alors, c'est quand même, ce qu'il faut le dire, c'est que, bon, ça peut sembler un peu décevant parce que c'est sur un seul territoire sur 6, mais ce n'est pas n'importe quel territoire. Le territoire de Marseille-Provence, c'est 38 QPV, 243 000 habitants en QPV. Donc, c'est colossal. C'est absolument... c'est quasiment sans équivalent, si ce n'est enfin, je sais pas, Reda mieux ça l'esprit que moi, mais je pense qu'il y a la Seine-Saint-Denis, quoi, qui peut, avec lequel il y a match, quoi. Donc, là, je vous parle donc de Marseille-Provence, grosso modo, c'est Marseille, les QPV sur le territoire de Marseille-Provence, c'est Marseille, 35 QPV à Marseille, et sinon Septem-les-Vallons, Marignane et la suite. Juste à titre d'exemple pour compléter, le QPV du centre-ville de Marseille, on est à 30 000 habitants. 60 000 habitants, pardon. C'est énorme. Vous voyez, c'est la taille d'une ville. Ok. Donc, bon, voilà. Donc, nous, on a fait ce travail d'animation. Alors, voilà. Non, vous pouvez passer. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez passer au slide d'après. Excusez-moi. Voilà, retour d'expérience sur la gouvernance, que c'est ça qui est intéressant. Donc, comment ça s'est fait? Parce que nous, on est une équipe Europe au sein de la direction. On est vraiment des pure players de l'Europe, quoi. On n'est pas intégré à la politique de la ville. Voilà, pour le dire. On est dans deux directions différentes, pas des moindres, parce que la direction du développement économique, c'est quand même une direction importante. Mais alors, la direction du développement urbain et de la stratégie territoriale au sein de la DGA, c'est carrément c'est le mammouth, quoi. C'est une énorme direction. Donc, on est vraiment dans deux. Donc, et en même temps, je pense qu'on a bien travaillé ensemble. Alors, à trois moments, enfin de différentes manières. Il y a d'une part le fait dans la phase de rédaction de la stratégie urbaine intégrée, bon, qui a eu lieu, je vous disais, en avance de phase, avant même la création de la métropole, mais enfin, c'est quand même important de dire qu'à cette époque-là, la rédaction de la stratégie, elle a été faite avec les services opérationnels qui ont écrit la stratégie, notamment la direction de la cohésion sociale, de la politique de la ville et de la mobilité, pour reprendre les principales thématiques. Ensuite, dans la mise en œuvre de cette stratégie et de l'ITI, nous, notre rôle, ça a été de faire connaître l'outil et d'accompagner les porteurs de projets. Alors, les porteurs de projets, par exemple, il y a plein de villes dans lesquelles les principaux projets qui sont financés dans le cadre de l'ITI, souvent, c'est des projets portés par la collectivité elle-même. Nous, on le verra, c'était assez peu le cas. Donc, on a fait vraiment un très gros travail d'information et d'accompagnement des porteurs de projets associatifs. C'est-à-dire que, en fait, la contrepartie de cette situation exceptionnelle en termes de, je sais pas comment le dire, de pauvreté urbaine, pour être vraiment, pour faire des raccourcis, c'est aussi une situation exceptionnelle en termes de mobilisation d'acteurs associatifs. Vraiment. Enfin, donc, on a été littéralement, je sais pas, non, on n'a vraiment eu aucun mal à faire cette programmation et à trouver des opérations de qualité
venant de toute une série d'acteurs très diverses. Alors, il y a comme une grosse opération métropolitaine sur la mobilité qui a été programmée, mais sinon, tout le reste, c'est des opérations externes. Et pour ça, on a eu un travail on s'est articulé avec les services de la politique de la ville pour ce que j'appelle là-dedans de manière un peu pompeuse le sourcing d'opérations, c'est-à-dire pour les acteurs, grosso modo, les associations arrivaient jusqu'à nous et nous présentaient leurs opérations en passant par leurs correspondants de la politique de la ville. Les services de la politique de la ville, les ateliers santé-ville, les développeurs territoriaux de développement économique ou certains référents des services mobilité. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, dans le travail de programmation et d'accompagnement des porteurs au montage de dossiers de candidature, dans lequel on a eu un rôle très actif parce que ce que je disais, c'est que beaucoup des acteurs associatifs qui ne sont pas des professionnels du dossier européen, loin s'en faut. Et d'ailleurs, on est parti, c'est intéressant, la contrepartie, le retour d'expérience, on est parti d'une situation en 2016 avec beaucoup de dossiers de mauvaise qualité, et on a pour arriver en 2020 avec des dossiers de meilleure qualité. Et ça, clairement, nous, on a musclé notre jeu en matière d'accompagnement des porteurs. C'est-à-dire au début, on les a un petit peu laissés dans la nature se débrouiller avec les dossiers de candidature. Ensuite, on a vraiment fait un travail de coaching très, très, très premium, quoi. Voilà. Donc ça, et après, dans l'instruction des opérations, on a sollicité des avis d'opportunité de nos collègues des services. Politique de la ville, encore une fois, mobilité, développement économique. Juste, si on peut revenir au slide précédent, juste pour donner il y a 16 opérations qui ont été programmées, dire que elles ont, c'est juste d'avant, voilà, il y a une opération métropolitaine, sinon plein d'opérations associatives. Voilà, vous verrez ça dans les slides qu'on vous enverra après. Oui, voilà, donc il y a des choses vraiment... des boulangeries biologiques dans les quartiers nord de Marseille, un garage solidaire, des aménagements piétons et durables sur une grande ligne de bus. Donc ça, c'est un équipement structurant. Il y a à la fois des points d'acupuncture et des équipements structurants. C'est ça que je dirais. C'est ça qui était intéressant. Et quand même, cœur de cible, des crèches, des centres sociaux réhabilités ou étendus, des tiers-lieux extrêmement innovants comme Foresta, par l'association Yes We Camp, pour ceux qui connaissent, qui a ouvert et géré le lieu des grands voisins à Paris, qui a créé un lieu absolument exceptionnel dans les quartiers nord de Marseille. Avec, il faut le dire, parce que c'est une subvention d'1 200 000 € de FEDER métropolitain. Voilà, donc ça c'était pour faire un panorama trop rapide. Peut-être on peut en venir donc 2 slides plus loin. Voilà, donc là on est en 2021, donc nouvelle programmation européenne 2021-2027. On s'oriente vers un nouvel outil, une nouvelle convention ITI. Cette fois-ci, enfin, la métropole sera reconnue sur l'ensemble de son périmètre avec sa zone complète qui sera couverte par la future enveloppe. Du coup, une augmentation de l'enveloppe qui passe de 11 à 18 millions et 300 000 €. Et des typologies d'actions nouvelles. Voilà. Donc voilà, ça c'est un rapide un panorama d'un point de vue Europe, si j'ose dire, en tout cas gestion d'enveloppe, programmation européenne. Voilà, je laisse la parole à Reda pour qu'il raconte l'histoire de son point de vue. Ah, super, merci Vincent. Peut-être mettre la diapo sur les 3 axes. J'ai fait plus simple. Hein, après, la slide, juste après. Voilà. Hop, c'est la dernière, je crois, c'est ça? Voilà, celle-là. Voilà. Parfait, pardon. Du coup, effectivement, donc Vincent avait une expertise qui était celle de son ancienne interco et qu'il a continué sur ce périmètre-là. Il nous a accompagné pas mal aussi sur l'approche globale au niveau de la métropole. Nous, on est parti d'un principe où, alors,
hors périmètre le premier périmètre de Vincent Wallart, nous, on partait de très loin finalement par rapport au fonds européen. Et je pense que c'est peut-être un intérêt dans ma présentation, c'est que c'est parce qu'on n'était pas bon que finalement on a beaucoup plus réfléchi sur le sujet. Je ne dis pas qu'on est bon aujourd'hui, au niveau de la politique de la ville, hein, sur la question de la mobilisation des fonds européens, notamment sur le hors Marseille, qui n'était pas déjà éligible sur ces questions-là, mais on était petit territoire à l'époque avec différentes intercos, pas forcément dans la même expertise et pas forcément bénéficier d'une ingénierie des services Europe. Donc avec cette fusion de 6 anciennes intercos et l'appui de l'équipe de Vincent, on est allé beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et on est parti de cette première expérience pour se dire, OK, comment on évolue sur ce sujet-là. On a nous en tout cas, au niveau de la politique de la ville, on a repéré 3 principaux leviers. Donc, on parlait du FSE+, nouvelle génération, le FEDER à travers la suite des ITI et la coopération européenne ou euro-méditerranéenne à travers tout ce qu'on peut mobiliser entre Erasmus+, ou tous les dispositifs de coopération. Et on a réfléchi à travers ces 3 prismes, comment être beaucoup plus efficace au niveau de la politique de la ville sur la mobilisation de ces fonds. Et on est parti sur 3 grands leviers. Le premier, vous savez, ce qu'expliquait très bien Vincent, faire une évolution du FSE là, qui est en cours. On est sur une année de transition, on devrait à partir de l'année prochaine avoir dans pas longtemps, le FSE+, nouvelle génération. Et avec l'équipe de Vincent et l'équipe emploi insertion, on a beaucoup travaillé pour thématiser le FSE, en sachant qu'on est organisme intermédiaire au niveau de la métropole, le FSE sur un axe aussi un peu plus cohésion sociale, qui appartient plutôt d'habitude au département. Et du coup, on a souhaité fortement ancrer un peu une enveloppe spécifique autour du FSE cohésion sociale, en zoomant un peu sur des réponses autour de la jeunesse, autour de l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse, autour de la mobilité inclusive, autour de l'insertion par le logement, autour de sujets qu'on a finalement beaucoup en politique de la ville. Ces sujets-là, le constat qu'on a eu un peu sur nos faiblesses en politique de la ville, c'était des rapports des réponses difficilement à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'actions, mais pas souvent sur le volume de la problématique. Et du coup, il y avait un enjeu aussi d'industrialiser des réponses à l'échelle de la problématique. Beaucoup d'appels à projets, beaucoup d'AMI et pas beaucoup de visibilité finalement sur tous ces appels à projets. Comment, en utilisant le FSE+, finalement, on pouvait coupler avec une dynamique politique de la ville dans cette stratégie-là. Donc, ça a été une réflexion aussi dans les constats. Et 3, finalement, peu de ressources financières, ou en tout cas peu d'évolution de ressources financières en politique de la ville, d'où l'enjeu d'aller mobiliser du FSE. Donc, aujourd'hui, sur cette transformation, en tout cas sur ce travail, on attend une réponse de l'État, mais on a fortement œuvré pour arriver vers ça et multiplier le budget en intégrant ces enjeux de cohésion sociale. On a au-delà du FSE, on s'est dit, OK, le FSE, vous le savez, la mobilisation du FEDER sur les anciens projets ITI, l'enjeu de ces projets-là, c'est vraiment la démarche de territoire intégré. Et souvent, du FEDER avec du FSE, ça marche bien si on a cette cohérence territoriale et stratégique. Et après l'évaluation intermédiaire des 6 contrats de ville qu'on a menés, on a repéré que finalement, il y avait très peu de projets de territoire intégré au niveau des QPV. Donc, il y avait un vrai enjeu d'accompagner les équipes territoriales, alors, pas de partout, mais d'accompagner les équipes territoriales à définir des projets à long terme, à moyen terme, finalement. On pourrait se dire, concrètement, mon quartier dans 20 ans, c'est quoi? Vers quoi je vais? Quelle est la thématique et le récit qui va entraîner mon projet de territoire à long terme? Cet enjeu-là pour nous, cet enjeu-là permettrait du coup de mieux mobiliser du FEDER, la suite de l'ITI, et d'intégrer en même temps dans cette démarche intégrée du FSE+, à la fois dans sa forme classique, mais aussi dans sa déclinaison cohésion sociale. Et pour ce faire, donc, on met en place, nous, on est en train de mettre en place toute une dynamique et une démarche de prospective territoriale sur les territoires qui le mobilisent et qui en ont besoin. Et on a un enjeu, effectivement, de se dire comment, à partir d'outils d'ingénierie et de la méthode, on arrive à accompagner assez facilement chaque territoire pour justement se projeter et projeter l'ensemble de son écosystème d'acteurs vers cette définition de projet de territoire intégré. Alors,
on parle souvent de projet de territoire intégré. Finalement, en creusant un peu, on s'est dit, bon, ben, finalement, pas tout le monde met la même définition derrière. Donc, de quoi on parle, comment on s'organise, etc. Et donc, c'est tout le travail qu'on a mené. Et ce travail de prospective territoriale, je le redis, hein, mais du coup, nous permet d'être beaucoup plus cohérents sur tous les fonds européens, qu'ils soient d'investissement ou autour des enjeux d'emploi, d'insertion et de cohésion sociale. Pourquoi, en tout cas, sur le hors Marseille, alors peut-être Marseille aussi un peu, mais pourquoi finalement ce gap de progression qu'on a, il se situe effectivement sur comment nous, on se positionne sur cette stratégie européenne, qui n'est pas juste une mobilisation de fonds finalement, mais qui est surtout une cohérence territoriale, une cohérence d'enjeux territorial. Du coup, le troisième axe, alors je vais un peu vite, hein, mais c'est pour laisser la place aussi au débat. Le troisième axe, très rapidement, c'était de se dire, OK, après ces deux premiers aspects, comment on construit l'avenir et comment on intègre dans toutes nos strates et dans le futur, enfin dans toutes les strates du futur contrat de ville qu'on appelle le contrat des possibles, qu'on est en train de commencer à mettre en place et à construire, comment on intègre cette stratégie européenne. Et donc, on a 3 niveaux très rapidement. Un premier niveau, on souhaite avoir un contrat de ville international, c'est-à-dire européen et méditerranéen, avec l'Afrique connectée, avec des logiques de coopération politique, technique, acteurs associatifs et citoyens, pour justement créer cette dynamique un peu globale sur les enjeux partagés que peuvent être la question du territoire, la question de la précarité, la question de l'accessibilité, de l'équité, etc., sur les différentes thématiques. Le deuxième axe, c'est se dire comment ça devient naturel de mobiliser des fonds européens à travers l'investissement ou le fonctionnement et à travers la gouvernance, à travers notre stratégie, à travers la formation des acteurs, des professionnels, des équipes opérationnelles, comment justement on modélise toutes les strates de notre organisation pour qu'elles soient au rendez-vous de la mobilisation de ces fonds européens et pour qu'on soit finalement un peu, enfin, qu'on gagne en termes d'efficacité. Alors, je coupe là la présentation parce que je vois le timing, mais on répondra à vos questions bien volontairement. Merci Reda. Merci beaucoup. Peut-être on va continuer la partie sur la programmation. On va donner la parole à Véronique Ménez. Donc, merci beaucoup et après on va prendre toutes les questions. Bonjour à tous. Donc Véronique Ménez, moi je travaille donc, au sein de la NCT dans l'équipe qui s'occupe des fonds européens. Donc on connaît bien ces sujets et en particulier je travaille sur les sujets de mobilisation des fonds européens pour les territoires. Voilà, donc je vais vous présenter les opportunités qu'on a pu identifier dans la prochaine programmation qui va démarrer incessamment sous peu pour 2021-2027 en direction des QPV. Alors, bon, déjà un petit point de calendrier. Donc on parle de la programmation 2021-2027. Tu peux passer, Danaï. On parle de la programmation 2021-2027, mais en réalité, la 2014-2020 est toujours, et plus que jamais d'ailleurs, en action. Il reste des crédits dans les territoires, d'autant qu'avec le plan de relance européen qui a pu avoir suite à la crise sanitaire, les programmes régionaux 2014-2020 ont été réabondés en début d'année 2021. Et donc, ils ont récupéré 4 milliards d'euros supplémentaires qu'ils doivent consommer avant 2023. Donc, c'est pour ça que les 2014-2020 ne sont pas tout à fait terminés et vont se poursuivre jusqu'en 2022, disons. Et les programmes régionaux 2021-2027 vont démarrer véritablement qu'en 2022. Donc, pour non, on peut rester sur celle-là. Pour la période 2021-2027, donc les crédits qui ont été attribués à la France s'élèvent à près de 18 milliards d'euros, dont 9 milliards pour le FEDER. Donc, c'est vraiment des crédits qui sont gérés par les conseils régionaux pour soutenir le développement économique, l'innovation et la transition énergétique des territoires, la protection de l'environnement. Et une enveloppe de 6,6 milliards d'euros pour le FSE, donc Fonds social européen, en faveur de l'inclusion, de l'insertion vers l'emploi et donc ça cible et l'accompagnement des demandeurs d'emploi en France. Et donc ces crédits FSE sont gérés également en partie par les régions.
ou bien par l'État sur un autre volet qui relève de son champ de compétences. En plus de ces 2 grosses enveloppes, on a aussi les crédits, d'autres crédits, mais qui vous concernent moins, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc pour 2021-2027, on a en tout 22 programmes en France, donc ça paraît beaucoup, mais c'est beaucoup mieux que sur 2014-2020. On rationalise un peu. Donc on a 17 programmes régionaux et 5 programmes qui sont gérés par l'État, notamment sur le FSE, l'aide alimentaire et puis d'autres programmes. Et donc c'est effectivement au sein de ces programmes régionaux, en général, qu'on trouve ces enveloppes qui sont dédiées au territoire, telles que l'enveloppe qui a été présentée par les collègues de l'ITI, Aix-Marseille, Provence. Donc voilà, il y a une partie de ces enveloppes des programmes régionaux qui ciblent directement les territoires et qui doivent être gérés un peu en délégation par les territoires. Voilà, c'est de ça dont on parle quand on parle de ces enveloppes ITI. Donc, du point de vue des thématiques qui peuvent être soutenues par les fonds européens, je ne connais pas votre niveau de familiarité avec les fonds européens, donc je me permets de rappeler un petit peu le cadre. Alors, pour la période 21-27, donc il y a 5 piliers de soutien sur les fonds européens, donc 5 thématiques qui seront soutenues. Alors, donc, une qui concerne l'Europe plus intelligente, donc c'est tout ce qui est recherche, développement, innovation, développement économique, numérique. Un pilier sur une Europe plus verte, donc là c'est tout ce qui est transition énergétique, protection de l'environnement, mobilité urbaine durable, protection des populations contre les risques naturels, adaptation au changement climatique. Et donc c'est sur ces 2 thématiques qu'on concentre l'essentiel des crédits FEDER. Voilà. Ensuite, il y a d'autres sujets qui sont un peu plus mineurs pour le FEDER, à savoir une Europe plus connectée, parce qu'on considère qu'en France, tout a été fait quasiment, hormis dans les RUP, où il y a encore des besoins en matière de routes et d'infrastructures, des pôles d'échange, ports, aéroports. Une Europe plus sociale, donc ça c'est principalement pris par le FSE. Et on a ce 5e objectif stratégique, c'est une nouveauté du nouveau cadre 21-27, une Europe plus proche des citoyens. Donc ça montre la volonté de l'Europe de rendre les territoires gestionnaires de leur stratégie de territoire. Et Reda insistait sur le fait qu'ils sont passés à une logique de territoire, et c'est vraiment là-dessus de stratégie territoriale, et c'est vraiment là-dessus que l'Europe insiste. Elle souhaite pouvoir financer des projets de territoire qui émanent, des projets cohérents, intégrés, qui émanent des territoires au niveau le plus local possible. Et donc c'est là qu'on va retrouver des enveloppes qui sont mises en délégation de gestion au sein des métropoles, par exemple. Mais évidemment, les métropoles ont également, et les quartiers ont également accès aux autres piliers, objectifs stratégiques, donc, Europe plus intelligente, Europe plus verte, etc. Mais c'est ici qu'on peut financer dans la globalité un projet de territoire, dans l'OS 5. Voilà, donc en termes de calendrier, j'en ai parlé rapidement, mais donc les règlements ne sont toujours pas validés. Il y a eu beaucoup de retard avec la crise sanitaire, parce qu'il y a tout un tas de règlements qui ont pris la tête du calendrier européen ces 12 derniers mois. Donc l'accord de partenariat, donc là, les règlements devraient être validés fin juin, et l'accord de partenariat qui définit ce que la France prévoit de faire avec ses enveloppes européennes devrait être soumis durant l'été. On a besoin d'avoir l'aval des nouveaux exécutifs régionaux avant de le soumettre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le soumettre dans la foulée. Et à l'issue de la soumission de l'accord de partenariat, les autorités de gestion des programmes, donc les conseils régionaux, vont soumettre leurs propres programmes qui pourront être approuvés, disons, un lancement de la programmation début 2022. Voilà. Alors, donc sur le développement urbain intégré, donc qui concerne les crédits vraiment à disposition des quartiers politiques de la ville, donc il y a une volonté tant sur le FEDER que sur le FSE d'aller cibler ces territoires un peu
en décalage de développement économique. C'est vraiment l'ADN de la politique de cohésion de l'Union européenne, auquel appartient ces crédits, ces fonds FEDER et FSE. Donc sur le FEDER, il a été décidé au niveau européen que 8% des crédits FEDER devront être ciblés sur du développement urbain durable intégré. Donc voilà, ça représente plus de 700 millions d'euros à l'échelle nationale qui cibleront des projets des stratégies de développement urbain intégré. Donc, ce qu'ils entendent par développement urbain intégré, c'est il doit y avoir une stratégie de territoire qui est écrite par la collectivité qui en fait la demande. Et puis, ces enveloppes doivent associer les autorités urbaines pour les dépenser. Alors, c'est soit de la délégation de gestion, comme je l'expliquais, soit, à minima, ils sont autour de la table pour identifier les projets qui seront retenus. Et il faut que ces projets soient cohérents avec la stratégie de territoire en place. Donc, les stratégies de territoire, ça peut être des CRTE, des projets de territoire, ou ça peut prendre diverses formes. C'est pas forcément un document européen qui doit être utilisé. On constate que certaines régions ont prévu d'aller au-delà de ces 8%, notamment en Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, à La Réunion, Hauts-de-France, PACA. Et puis, il y a encore des ajustements en cours dans les régions, donc c'est pas exhaustif. Les thématiques retenues sont un peu les mêmes que celles que Reda présentait. On est sur les thématiques du FEDER, hein, la ville durable, la ville dynamique et la ville inclusive. Et donc c'est là, et notamment dans les QPV, on a beaucoup d'opérations en général qui concernent des infrastructures de proximité pour les QPV. Donc c'est en gros les thématiques que souhaitent retenir les régions pour soutenir ces projets de développement urbain. Les modalités de mise en œuvre, ça peut être soit des outils territoriaux comme des investissements territoriaux intégrés, comme ce qui se passe à Aix-Marseille-Provence, mais ça peut prendre d'autres formes, comme des appels à projets qui ciblent spécifiquement les villes ou les territoires urbains, des appels à projets thématiques. Et d'autre part, on a le FSE+, qui est extrêmement présent dans les QPV, puisque en regardant les chiffres 2014-2020, on peut constater que 20% des participants aux opérations FSE en France ont concerné des participants qui avaient une adresse dans un QPV. Donc on voit bien que ces programmes d'insertion, d'inclusion sociale, d'accompagnement vers l'emploi pour les publics qui en sont le plus éloignés sont parfaitement en cohérence avec les besoins des populations des QPV. Parmi les éléments qui proviennent de la réglementation, on a 25% des crédits FSE en France, donc on a 6 milliards à peu près, donc ça fait à peu près 1,5 milliard, qui doivent cibler l'inclusion sociale. Donc on parle d'accompagnement intégré vers l'emploi pour les personnes qui en sont plus éloignées, la levée des freins sociaux pour accéder à l'emploi, l'accès aux droits, le repérage des personnes en difficulté et le soutien à des structures qui font de l'accompagnement. Le programme national cible ce qu'on appelle les NIC, donc les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni il m'en manque un, en éducation, je ne sais plus. Voilà, donc le FEDER, tant le FEDER que le FSE vont cibler, il va y avoir des opportunités, donc rapprochez-vous de vos autorités de gestion régionales, donc qui sont hébergées par les conseils régionaux ou les collectivités uniques en Martinique, Corse, Guyane. Donc c'est eux qui sont à la manœuvre pour peaufiner les dernières lignes de leur programme 2021-2027. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas été associé à l'écriture, à vous manifester dès maintenant pour savoir un petit peu quel est le contenu et puis vous tenir prêt quand les appels à projets sortiront. Voilà, vous retrouverez tous ces éléments sur le site L'Europe en France et puis je me tiens à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, alors j'ai vu passer quelques petites questions dans le chat. Effectivement, oui, le document sera mis à la disposition des participants. Oui,
Merci pour ces présentations. Donc effectivement, il y avait une question concernant le document que vous retrouverez avec le replay directement sur le site La Grande Équipe de la réussite républicaine de la NCT et puis aussi sur la e-communauté développement local du CNFPT. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont fait part aussi du nombre d'habitants sur leur QPV. Je vois 370 000 à Paris. Tout à l'heure, on a eu aussi je ne sais plus la ville, c'était au Mans, le Mans Métropole, 30 000 habitants. Voilà. Et donc, il y avait une question sur… donc à Paris, ils ont un ITI 2/3 FSE sur le Nord-Est et ils se demandaient pourquoi il n'y a pas de FSE dans votre ITI. C'est une bonne question parce que c'est vraiment un souhait de la région Sud PACA. J'ai jamais très bien compris les motivations profondes qui fait que effectivement on a des idées qui sont pas très intégrées, en tout cas en termes de fonds européens, parce qu'évidemment ça serait beaucoup plus puissant de pouvoir dans une même stratégie explicitement articuler FSE et FEDER, mais la région n'accepte, et sachant que même dans un monde vraiment idéal, si c'est en tout cas ambitieux, on pourrait, au vu de la diversité territoriale de notre territoire, c'est vrai, on pourrait même rajouter du FEADER, voire du FEAMP, parce que c'est 255 km de côte, avec des activités quand même portuaires, de pêche, etc. Bref, pas de FSE, pas de FEAMP, pas de FEADER. C'est la faute à Voltaire, enfin non, à la région. Je pense que c'est quand même, d'après ce que j'ai compris, la combinaison FEDER-FSE dans les ITI, c'est quand même minoritaire en France, j'aurais tendance à dire. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est à la fois logique, mais en fait, de fait, minoritaire, et que c'est considéré en tout cas par nos collègues à la région comme extrêmement compliqué, et donc ils ne nous le proposent pas. On l'a demandé et ils ne l'ont pas fait. Voilà. D'accord. Mais moi je trouve que c'est très pertinent et c'est ça qu'il faut faire, mais c'est comme c'est pas moi qui décide de ça, et ben on l'a pas. Véronique, je vous laisse compléter. Oui, je vois que Sabrina a aussi apporté une partie de réponse sur l'Île-de-France. Effectivement, il y a très peu de FEDER en Île-de-France parce que l'Île-de-France est trop riche pour avoir du FEDER. Donc, l'Île-de-France a principalement du FSE. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle les ITI ont finalement beaucoup de FSE, parce que sinon, on n'aurait pas grand-chose à leur donner. Et puis, par ailleurs, pourquoi il n'y a pas de FSE dans les ITI en France? C'est effectivement le modèle un peu général. Les crédits FSE en région, c'est des crédits qui sont plutôt sur les sujets de formation professionnelle. Oui, qui sont assez éloignés en fait des IT, enfin assez éloignés. On va dire qu'ils sont. Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est plutôt qu'elles sont utilisées par la région pour financer jusqu'à la récente réforme de la formation professionnelle, mais elles étaient utilisées par la région pour financer leurs compétences. Donc, ils n'étaient pas dans une perspective excusez-moi, c'est un petit peu brutal, mais de partage de gestion. Ouais. Voilà. Non, mais vous avez raison, mais c'est aussi la raison, parce que les régions n'ont que 35% du FSE en France. Et les 65% restants, ils sont dans les mains de l'État, de la DGEFP. Et donc, sur les thématiques qui pourraient intéresser les QPV, c'est plutôt des crédits FSE État. C'est pour ça que c'est pas forcément intégré dans un ITI qui est piloté plutôt par la région. Donc, même si effectivement ça peut être très intéressant, et c'est vraiment la raison pour laquelle ces ITI ont été mis en place avec la programmation 2014-2020, c'est pour pouvoir développer des projets de territoire et aller chercher les différents fonds européens, mobiliser les différents fonds européens qui peuvent venir au service d'un territoire. En pratique, on constate que c'est plutôt une relation bilatérale entre l'autorité de gestion FEDER-FSE au niveau régional et la métropole. Je vois qu'il y a une question sur le FAMI. Alors moi, j'ai rien.
c'est un fonds qu'on ne gère pas, qu'on ne mobilise pas. Donc, je suis preneur de la part de la personne qui a posé la question d'un retour d'expérience s'il en est un. Alors, je ne sais pas si les participants peuvent prendre la parole. Alors, on a une question un peu spécifique. Je vous la lis. Dans la lutte contre le décrochage scolaire, déjà présent en 2014-2020, mais pour les ados, le FSE+, prendrait en compte la prévention au primaire. Priorité 2, renforcer l'emploi des jeunes et l'intégration sociale et éducative des enfants. Fait partie de l'objectif spécifique numéro 5. Comment faire prendre en compte ce sujet dans les futurs projets et peut-on envisager un projet national? Alors, je ne sais pas qui se peut lance répondre à ça. Je pense que c'est peut-être moi qui suis censée connaître la réponse à cette question. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, effectivement, il y a eu une volonté de mettre dans le FSE 21-27 un coup de projecteur sur la pauvreté infantile et donc de renforcer un peu les crédits en direction des enfants. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il est prévu d'aller travailler sur le décrochage scolaire dès le primaire. Je ne savais pas que ce n'était pas du tout le cas sur 14 ans. Et donc ça, ce sont des crédits qui sont gérés au niveau de l'État. Donc, j'imagine qu'ils ont discuté des modalités d'utilisation de ces crédits avec l'Éducation nationale. Mais je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. D'accord, merci pour ce retour. Du coup, je vous propose, je vois qu'il n'y a plus vraiment de questions, sauf si je vais développer quelque chose. Non, si, il y a la réaction de la personne de Paris qui indique qu'il y avait une bonne synergie FEDER-FSE dans les ITI. Donc, effectivement, c'était l'idée des ITI, mais c'est terminé en Île-de-France. Donc, effectivement, c'est bien dommage. Mais en même temps, voilà, ça ne me surprend pas tant que ça dans la mesure où les crédits FSE région sont pas forcément utilisés pour des projets de développement de territoire, mais plutôt pour l'accompagnement de parcours individuels des demandeurs d'emploi. D'accord. Merci pour ces précisions. Je vous propose qu'on s'arrête là. On a déjà dépassé un tout petit peu le timing. Merci à tous pour votre participation. Comme on vous l'a dit, c'était enregistré, donc vous pourrez retrouver le replay sans problème et puis les supports de présentation. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Puis juste avant de vous quitter, vous prévenir du prochain webinaire qui sera le 11 juin sur le Big Data au service des quartiers politiques de la ville. Voilà, et il y a on va dire que c'est la suite de ce qu'on avait pu proposer au mois de mars ou avril l'année dernière, je ne sais plus bien. Donc, c'est une étude en cours et ils viennent nous apporter la suite de leur étude. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci.